Bonjour, bienvenue à vous à ce magazine de la santé, votre magazine en bonne santé sur la parole éternelle. Nous sommes sur la 88.4 MHz pour ceux de la radio et ceux qui nous suivent à la télé, 223.25 MHz. Et donc, bienvenue à vous à cet autre numéro de En bonne santé. Nous sommes là pour promouvoir la santé en société. Aujourd'hui, nous parlons d'une autre question de santé, une question aussi importante. Nous parlons et nous continuons pour finir de l'automédication, les conséquences de l'automédication sur les reins cette fois. La fois dernière, nous avons parlé des conséquences sur le foie et aujourd'hui, nous parlons des conséquences sur les reins. Pour en parler, comme toujours d'ailleurs, pour toute cette question, cette série d'émissions, le docteur Richard Chilombo que nous accueillons. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, bienvenue à vous encore une fois dans cette émission. Merci beaucoup, merci. Nous parlons de En bonne santé, notre émission de la santé, et aujourd'hui, parlons de l'automédication, comme on a commencé la fois dernière, les 2 fois dernières. Nous avons parlé de l'automédication, nous avons vu les conséquences sur le foie, des cas généraux de l'automédication, qu'est-ce que ça peut causer comme problème sur notre santé. Aujourd'hui, nous revenons pour parler des conséquences sur les reins. Alors, commençons déjà, comme d'habitude, par le début, pour comprendre le fonctionnement, ou d'abord le rôle des reins dans l'organisme de l'homme, dans la vie de l'homme. Quel est le rôle, la place que prennent les reins? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de l'automédication et ses conséquences sur les reins. Alors, les reins, il y en a 2. Oui. Rein gauche et rein droit. Et les reins sont des organes aussi plus importants comme le foie, parce que les reins nous aident à éliminer tout ce qui entre dans notre organisme. Parce qu'en réalité, nous avons deux voies principales d'élimination. Mais la voie primordiale, c'est les reins, et l'autre, c'est la voie hépatique, par la bile et puis les tubes digestifs, et on jette les déchets. Alors, vous comprenez avec moi que les reins aussi est plus important parce que ça nous aide à éliminer tous les déchets qui sont dans l'organisme, et même tous les poisons. Et c'est pour vous dire que les reins est aussi plus exposés comme les foies que nous avons parlé autrefois. Alors, les reins, très importants. Le rein, dans l'ensemble, on parle des 2. Ce sont des organes importants, mais à quel point? Au point où, si on n'en a pas, comme on avait dit avec le foie, on n'a pas de foie, on ne sait pas vivre. Parce que si je n'ai pas de rein, je ne sais pas vivre. Je peux éliminer autrement. Non, impossible. Les reins n'ont pas seulement cette fonction d'élimination. Il y a la fonction de filtration. Prenons l'exemple d'un tamis. Je me rappelle quand on était enfant, pas actuellement, on utilisait un tamis pour tamiser la farine afin d'enlever les déchets et puis laisser la bonne qualité. C'est ça même le rôle du rein. Tout ce que les foies détoxifient, il faut que ça soit éliminé. Soit à travers les tubes digestifs, soit à travers les reins. Et dès que ça arrive au niveau des reins, il y a ce qu'on doit récupérer, ce qu'on doit laisser et faire passer. Et ça va passer sous forme d'urine et puis on élimine les déchets. Oui. Et le fonctionnement des reins, ça se passe comment? Les 2 fonctionnent ensemble ou les 2 sont chacun indépendant de l'autre pour que quand l'un est malade, l'autre peut facilement travailler? Effectivement, les reins... chacun est indépendant parce qu'il y a même des gens qui fonctionnent, qui vivent avec un seul rein. Un seul rein. Oui, effectivement. Mais à condition qu'il y ait quand même un rein. Effectivement. Il faut qu'il y ait un rein, mais l'idéal, c'est d'avoir ces 2 reins pour bien évoluer. Mais l'un peut être touché et l'autre peut fonctionner. Maintenant, si les 2 sont touchés, là, ça devient encore plus grave. Un rein indispensable. Indispensable à partir de quel âge? Dès la conception maternelle jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Parce qu'un enfant, un fœtus qui n'a pas de rein, il y a toujours des conséquences qui vont en découler parce que même l'enfant dans les seins maternels, il urine. Et l'urine, là, ça sort sous forme de liquide amniotique. Et puis, c'est un cycle, oui.
Donc, ce liquide-là, c'est l'urine, Oui, ce sont les urines. Effectivement. Franchement, ils ne sont pas gentils. Vous comprenez que l'enfant, dès le sein maternel, ses reins sont en train de fonctionner de même que le cœur et d'autres organes. Ok. Les reins, même de l'enfant, même du fœtus, doivent être en bon fonctionnement. Effectivement. Alors, parlant des reins, on voit que c'est aussi indispensable. Est-ce que c'est indispensable? Vous avez dit oui. Très même indispensable, au même titre que le foie. Très, très indispensable parce que, comprenez quelqu'un qui a pris du poison, oui, c'est possible de les éliminer par les reins et qu'on trouve au niveau du rein une dysfonction ou bien une insuffisance fonctionnelle du rein. Et ces poisons vont s'accumuler dans l'organisme. Même les médicaments vont s'accumuler dans l'organisme. Il n'y aura pas d'élimination. Oh, nous tels que nous sommes, même quand il y a des molécules, on te dit que c'est à prendre à telle dose. C'est la dose que l'organisme peut supporter. Au-delà de cette dose, l'organisme ne sera pas supporté. Demandez à ceux-là qui ont déjà subi l'overdose, ils vous diront comment ils sentent dans leur un état d'inconfort terrible. Vous comprenez? C'est vraiment très important de protéger aussi les reins et que tous les deux reins soient fonctionnels. Alors, les deux doivent être fonctionnels, ils doivent donc bien fonctionner. Alors, je sais qu'on parle d'insuffisance rénale. Je sais qu'on parle des calculs rénaux. Tout à fait, très bien. En tout cas, c'est atroce, hein, ces douleurs-là. J'en ai souffert. Est-ce que... colique de miséré, comme on le dit. Est-ce que l'une des deux maladies provient de l'automédication? Est-ce que c'est parce que peut-être on a pris un produit qui n'était pas ce qu'il fallait prendre ou on a pris de trop un produit qu'on souffre? Parce que j'aimerais comprendre déjà la maladie dont moi j'ai été victime et peut-être beaucoup d'autres. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être un médicament pris de trop ou pas un bon médicament pris que ces deux maladies viennent? D'abord, quand on parle d'insuffisance rénale, ce n'est qu'une classification liée au fonctionnement du rein à un stade. Parce que c'est la filtration. Là, quand on parle de la filtration, c'est le passage du sang au niveau du rein et les reins filtrent pour enlever les déchets et l'autre sang retourne dans la circulation. Comprenez? C'est la filtration. Donc, à tout moment, le sang est filtré? Effectivement. Il n'y a pas 24 heures sur 24. Il n'y a pas de repos, même quand nous dormons. Mais quand nous dormons, il y a diminution des fonctions de manière générale de l'organisme. Et tout semble être au repos, mais sauf les cœurs et même les poumons. Parce que ça doit fonctionner 24 heures sur 24, dès la conception jusqu'à la mort. Ça va s'arrêter seulement les jours de la mort. D'ailleurs, c'est ça qui nous aide à déterminer si la personne est décédée ou pas. Les cœurs et les poumons. Alors ça doit fonctionner, mais les reins peuvent être au repos, mais la filtration va diminuer sensiblement. C'est ça que nous appelons le repos. Et le métabolisme de base, ça va diminuer sensiblement. Donc quand vous parlez de filtration, vous parlez que du sang ou le sang est autre chose que les reins filtrent? Non, mais vous savez, tout ce que nous mangeons passe par les tubes digestifs et véhiculé par les sangs. Ça tourne dans tout l'organisme. Vous voyez? Or, en passant comme ça, ça va passer même au niveau des reins. Et les reins vont filtrer, prendre les déchets, faire passer, et ce qui est utile à la santé va retourner dans la circulation et on évolue jour au jour. Et quand la quantité d'urine sera suffisante, la personne va aller évacuer. Alors, on parle de ces conséquences que peut avoir l'automédication sur les reins, comme on avait parlé du foie. Qu'est-ce qui arrive quand on est tombé dans l'automédication? Quelles sont les conséquences qu'on peut courir quand les reins sont touchés par les produits? Effectivement. Il y a ce que nous appelons les médicaments néphrotoxiques. Ce n'est pas tous les médicaments. Donc, c'est les médicaments qui sont toxiques aux reins. Ouais. Alors, quand quelqu'un prend ce genre de médicaments, ça peut aller boucher. C'est quoi, par exemple quoi?
en passant. Il y en a beaucoup, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est beaucoup plus incriminé. C'est trop technique, non stéroïdien. Voilà. Et bon, je vais dire les ibuprofènes. Par exemple, oui. Ibuprofène. Ce sont des choses qu'on prend couramment. Je ne vais pas parler en termes de non commercial. Oui. C'est comme si on attaque ou bien on fait la promotion. Non. Mais ici, je vais parler des non scientifiques. Les ibuprofènes ici peuvent entraîner ce genre de choses. Il y a même les anti-épileptiques. Il y a les les diurétiques, c'est-à-dire les médicaments qui accélèrent la filtration glomérulaire. Donc, qui accélèrent la filtration au niveau des reins. Oui. C'est ce qu'on appelle les diurétiques. Quand quelqu'un vous prend, par exemple, les gens qui ont des pieds gonflés, suite à une maladie quelconque, une insuffisance rénale d'ailleurs, une insuffisance cardiaque, on peut donner les diurétiques pour permettre à filtrer, afin d'évacuer l'excès de liquide qui traîne dans l'organisme, afin de stabiliser les lits vasculaires. Alors, ces genres de médicaments aussi peuvent entraîner un problème rénal. Et en dehors de ça, chez la femme enceinte, par exemple, parce que le bébé est en phase de croissance exponentielle. Il y a des médicaments qui interfèrent. De la même manière que ça interfère avec les microbes, de la même manière ça interfère avec les cellules de l'organisme. Ouais? Mais comme nous, on est un peu monstrueux, vaste, c'est pourquoi il y a certaines lésions qui restent en prenant les médicaments, mais qui sont banalisées. Parce que ce n'est pas sensible. Vous comprenez? Alors, mais quant au rein et qu'on ne respecte pas la dose, ou bien chez l'enfant, chez les bébés, ça peut interférer avec une cellule peut-être qui était destinée à former, par exemple, les reins. Une cellule qui était destinée à former l'œil, à former les bras, et ça interfère. Là, directement, c'est la notion de l'automédication et grossesse. Vous comprenez? C'est aussi très important. Mais ici, nous parlons de l'automédication et les reins. La fonction rénale, comment ça peut entraîner. Et quand nous prenons les médicaments néphrotoxiques, sans les savoir, et ça peut aller entraîner des lésions au niveau du rein et des glomérules. Ce sont des organes, des petits organes fonctionnels qui facilite. C'est ça même, comme nous disons, les tamis. Vous voyez? C'est un ensemble de néphrons. Les néphrons, ce sont des cellules des reins qui entraînent la filtration, qui facilite la filtration, qui a comme rôle la filtration glomérulaire. Et si ces cellules-là, le nombre est constant. Quand ça se détruit, ce n'est pas que ça va régénérer. Ça ne se régénère pas. Oui. Et quand ça se détruit, c'est le nombre qui diminue. Plus on consomme les médicaments, plus on détruit, plus on diminue la fonction rénale, la filtration, plus il y a accumulation des déchets toxiques, des déchets métaboliques dans l'organisme, plus il y a des signes qui vont se manifester. D'ailleurs, on classifie l'insuffisance rénale en termes sur base de la quantité de liquide filtré par unité de temps. Bon, par exemple, par heure. Par heure, par exemple, oui. Bon, si la phase terminale, quand on parle de l'insuffisance rénale terminale, c'est en deçà de 30. On peut aller jusqu'à 15 par heure. Là, ça devient encore plus grave. C'est le stade terminal. Mais on peut aller de 100 millilitres par heure en descendant, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que nous évaluons la diurèse. La diurèse, c'est la quantité de liquide qui traverse les reins par unité de temps, ou bien pour toute la journée. Ok. Et donc, si j'essaye de comprendre, c'est que juste quelque chose, une petite négligence, on peut entraîner une autre maladie sur le rein. Et donc, les produits peuvent causer un autre problème au rein. Effectivement, ça peut interférer avec les néphrons, bien les cellules rénales. Ça peut interférer jusqu'à entraîner leur destruction et entraîner cette insuffisance rénale. Alors, dans ces cadres-là, nous recommandons d'abord pour tout homme, tout humain, de boire beaucoup d'eau.
Ça, plus ou moins. C'est une recommandation. Oui, en tout cas. plus ou moins 2,5 à 3 litres. Par jour. Par jour. En commençant le matin ou d'un seul coup? Non, pas d'un seul coup, tout au long de la journée. Oui. Alors, c'est une bonne recommandation à donner, surtout à la fin. On va y arriver parce que plusieurs se disent seulement qu'il faut prendre de l'eau, mais sans savoir pourquoi. Toi, je disais, c'est un petit témoignage souffrant des calculs rénaux. C'est là que j'ai découvert les calculs rénaux. Okay. Et étant enceinte avec des douleurs et tout ça, moi, on m'a dit seulement, commence déjà à prendre beaucoup d'eau. Je ne savais même pas pourquoi on me demandait de prendre de l'eau. Mais aujourd'hui, je comprends que l'eau peut être une solution. Alors, on va y arriver. Mais comment est-ce qu'on peut remédier à ce problème? Je sens l'importance des reins. Au fur et à mesure que vous parlez, je sens vraiment que c'est très important de garder les deux en forme parce qu'on peut arriver à un certain âge, peut-être l'un ne sait plus bien fonctionner, l'autre est en forme et on récupère. Comment est-ce qu'on peut remédier à un problème qu'on a déjà causé sur les reins par l'automédication, un produit toxique qui a causé un problème? Comment est-ce qu'on peut y remédier? Est-ce qu'il y a même un remède à ça? Ou est-ce que quand on a endommagé les reins, c'est fini? C'est comme je viens tout à l'heure de le dire, on doit d'abord évaluer la fonction rénale par les laboratoires sur base de ces rapports qu'on va nous apporter par les labos que nous allons déterminer. Et en dehors de ça, comme je l'ai dit, la diurèse, ça c'est la clinique. Oui. On va sonder pour voir la quantité que les reins a éliminée par 24 heures. 24 heures. Et on évalue cette quantité, on peut maintenant classifier. Vous comprenez? Alors, pour remédier, ça dépend du stade. Oui. Si c'est au début, il faut lever la cause, ce qui a causé cette insuffisance, ou bien ce qui a entraîné cette pathologie néphrétique. Okay. Et puis, quand on lève la cause, lever la cause équivaut, soit on interdit la prise des médicaments qui entraînent cette hépatotoxicité. Les deux. On peut donner aussi d'autres traitements pour réparer cette lésion causée. Tout ça, c'est en clinique, hein, c'est l'hôpital, ce n'est pas dans une pharmacie. Vous comprenez? Et c'est ainsi de suite. Maintenant, concernant les calculs rénaux, ce que nous appelons en termes médicaux les lithiases. C'est une lithiase, ou bien calcul rénaux. Oui, oui. Alors, concernant cela, c'est beaucoup plus lié à l'insuffisance des prises de l'eau. Okay. Vous comprenez? Parce que si vous prenez les urines, vous mettez dans un pot, pendant un certain moment, je vais expliquer la pathogénie ou bien comment les calculs se forment au niveau des reins. Et c'est là qui va découler l'importance des prises de l'eau de manière suffisante. Prenez les urines, mettez dans un pot, et pendant 24 heures, vous verrez une précipitation. Oui. Les sédiments qui vont se former là en bas. Oui. C'est comme les calcaires, quelque chose comme ça. C'est ça, même l'image des calculs. C'est ça même les calculs. Okay. Vous comprenez? Or, ça c'est lié à quoi? C'est parce qu'il n'y a pas les débits. Vous comprenez? Si vous prenez assez d'eau, il n'y a pas assez de débit. Calcaire. Là. Oui, effectivement. Quand vous prenez suffisamment de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de stase. Okay. Donc, les liquides, bien les urines sont toujours en mouvement. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de formation de ces calculs. Okay. Dès qu'il y a stase ou bien arrêt quelque part, il y aura sédimentation, les dépôts là qui vont se former et directement c'est les calculs. Oh. Vous comprenez? C'est ça les calculs. D'ailleurs, beaucoup de gens éliminent des calculs parce que c'est un peu minuscule régulièrement parce qu'ils boivent suffisamment de l'eau. Et ça vient beaucoup plus des gens qui ont un régime carné. Vous voyez? Un régime carné, les gens qui aiment beaucoup manger la viande rouge. Okay. Ces gens-là sont exposés à développer ce genre de choses. Oh, les calculs rénaux peuvent aussi entraîner une insuffisance rénale. Wow. Oui.
Et donc, c'est une question seulement d'hygiène alimentaire, oui, effectivement. Vous dites qu'il faut bien manger. Bien manger, ce n'est pas seulement remplir son assiette, mais se voir qu'est-ce que nous mettons sur notre assiette. D'ailleurs, on en a parlé une fois ici avec un nutritionniste. Et donc, ce sont des choses qui se complètent. Je crois que la vie, tout ce que nous faisons dans la vie va se compléter. Hein? Effectivement, nous avons de la complémentarité. Pour remédier, ce n'est pas vraiment aussi grave que ça. Il faut déjà commencer par suivre les conseils médicaux. Moi, je dis que ce n'est pas grave si on écoute, on a l'oreille à écouter le médecin qui nous prend en charge. Mais comment se fait la prise en charge surtout de la personne qui est déjà en souffrance? En tout cas, je suis en train de vouloir rester sur l'automédication, les problèmes qui sont causés sur les reins par des produits qu'on a pris. Est-ce que cette prise en charge est aussi facile, si je peux dire ça comme ça? C'est facile de prendre une personne en charge qui s'est lui-même intoxiqué, si je peux dire, avec des produits et ça a eu des conséquences sur les reins. Est-ce que la prise en charge peut se faire facilement? Je dirais ça peut se faire facilement si la découverte est précoce. Oui. Ouais, et si la prise en charge est précoce. Même à un stade très avancé, là, ça devient compliqué. C'est ce que vous avez déjà entendu parler de la dialyse. Ok. Ouais. Qui coûte d'ailleurs c'est cher. Une séance, c'est comme la dialyse est considérée comme un rein artificiel. Vous comprenez? Et ça nous aide aussi à déboucher les reins et puis à enlever tous les déchets que les reins naturels pouvaient faire et que les reins bouchés. Et la dialyse peut nous aider. Donc ça sort de moins, oui, c'est le sang qui passe par là et puis qui retourne. On désintoxique et désintoxique. Hein? Oui, c'est ça. On désintoxique les sangs par cette dialyse qui passe par la machine. On enlève tous les déchets que les reins est censé faire, mais qui n'a pas cette capacité de le faire et ça passe par là et ça retourne encore dans l'organisme. Et nous nous sentons dans un confort. Alors, pour le rein, oui, tu sais. Maintenant, si on n'a pas de moyens pour faire ça, les patients sont dans un inconfort terrible. Vous verrez que la personne devient trop agitée et vous verrez même les édèmes, hein, c'est le gonflement des pieds. Vous verrez, les gens commencent à gonfler les pieds, les pieds qui gonflent, peut-être ça peut monter jusqu'au niveau des genoux ici. Et par moments, si l'insuffisance rénale est terminale ou bien grave, là, vous verrez que même les pieds commencent à briller un peu. Et ça fait encore très mal. C'est beaucoup plus ce genre de signes. Il y a encore d'autres. Alors, pour dire, comme pour le foie, il n'y a pas de greffe des reins, par exemple? Mais aussi, il y en a. Les reins peuvent être greffés, mais comme je l'ai dit ici chez nous, on n'est pas encore autorisé à les faire. Il faut qu'on autorise à les faire, on peut les faire. Mais néanmoins, dans d'autres pays, sous autres cieux, ça s'est fait. Mais moi, je peux offrir mon rein à quelqu'un que j'aime, au lieu qu'il meure, je lui donne un rein, je regarde encore un autre. Mais là, je dois être strict par rapport à la prise de l'eau et tout ce que je mange, ainsi de suite. Quand vous restez avec un seul rein, c'est encore plus dangereux que quand vous en avez deux. C'est encore plus dangereux parce que si le seul rein est touché, qui va compenser l'autre. Il faut beaucoup aimer cette personne qui vous donne les reins. Effectivement. Alors, les reins peuvent être greffés, oui, mais cela ne nous donne pas la garantie à bien vivre parce que même à la personne à qui on a donné, ça peut rater. Ça peut rejeter, voilà, ça c'est votre terme. Ça peut rejeter et si on rejette, et donc la personne qui a donné, la personne qui est censée recevoir, tous perdent. Oui, bon. Si on découvre encore le plus tôt, on peut encore chercher à étudier la cause. Est-ce qu'il y a une incompatibilité? Vous voyez? Bon, ça c'est en profondeur. Le système HL, est-ce que si c'est compatible ou pas? Et si on évalue qu'il y a une incompatibilité ou soit peut-être on avait mal greffé, on peut reprendre,
on greffe, on diminue l'immunité pour ne pas encore rejeter, en fait que ça s'adapte, ça se cicatrise vite, et puis on laisse la personne. Alors, quel risque pour une personne qui n'a pas tenu compte de tout ça? Donc, l'automédication qui conduit à des graves conséquences sur les reins. À quel niveau vous amenez le risque de cette personne qui peut peut-être soit être sauvée ou ne pas être sauvée? À quel niveau? D'ailleurs, le risque zéro dans la prise de médicaments n'existe pas. Peu importe comment on a obtenu ces médicaments, si c'est par prescription ou par l'automédication, il y a toujours un risque. Même d'ailleurs, même tout ce que nous mangeons, il y a toujours un risque. Parce il peut y avoir un produit qui peut être contaminé, vous ne le savez pas, et vous prenez, vous mangez. Et des fois, ça peut se solder par une forte diarrhée. Oui. Et la diarrhée, pour nous, à un moment donné, on s'est dit, ça c'est une solution. Oui. Ça nous aide à évacuer au lieu que ça entre dans l'organisme. Vous comprenez, le risque zéro n'existe pas. Alors, ce que nous devons, il faut chercher seulement à minimiser ces risques-là. Minimiser ces risques-là, c'est prendre les médicaments à bon escient. Vous voyez? Et selon la cause, et pas prendre les médicaments comme des cacahuètes en des autres. Quelqu'un qui a des maux de tête, directement, non, c'est le paludisme. Directement, il attaque. Oh, un peu de fièvre le soir, non. Comme on appelle, malaria et fièvre typhoïde, directement on attaque. Non, ça, on s'expose à faire, à développer peut-être à la longue ou plus tard certaines pathologies. Alors, où peut-être on ne saura même pas élucider l'origine. Peut-être c'est la mauvaise pratique médicale, peut-être c'est l'inattention par rapport à notre organisme qu'on peut développer cette pathologie plus tard. Alors, pour ne pas développer tous ces problèmes de santé, on doit faire très attention à ce que nous prenons, surtout comme produit. Alors, parlons de l'eau comme remède. Alors, je peux prendre de l'eau aussi comme médicament. Pour remédier à un problème de santé, on me demande de prendre de l'eau. Est-ce que l'eau aussi peut arriver à un niveau? Je sais pourquoi je pose cette question. Parce que dernièrement, il y a eu, c'est un cas d'un frère de la famille que je peux soulever ici. Un frère à qui on a demandé de prendre de l'eau parce qu'il aurait pris assez de poids, beaucoup plus de poids que prévu. Alors, on lui a dit de faire une cure d'eau. Il a commencé à prendre de l'eau. Alors, ce qui a été rapporté en famille, vous savez, tout le monde peut dire, parce que le frère est parti jusqu'à prendre, soi-disant, aller dans l'excès de l'eau. Alors, il est tombé, il a eu un autre problème de santé qu'on a découvert. Est-ce qu'en prenant de l'eau comme remède, par exemple pour les reins, ça peut me conduire à un autre problème? Parce que quand on prend de l'eau, on se dit l'eau c'est la vie, l'eau n'a pas de problème, il n'y a pas d'excès. En ce qui concerne de l'eau, il n'y a pas d'excès, je peux prendre autant que je veux. C'est ce qu'on s'est dit dans la cité. Est-ce que ça peut me causer un autre problème sur les reins, parce qu'on parle des reins? Bon, sur les reins, je dirais qu'il faut respecter seulement la prise de l'eau et respecter aussi la quantité et le timing de prise de cette eau-là. Et moi, c'est que je sais que nous avons la densité de l'eau. C'est comme ça, on classifie les liquides, parce que parlons des liquides de manière générale, des liquides hypertoniques, isotoniques et hypotoniques. Bon, comme l'eau des robinets, ou bien l'eau que nous prenons couramment, c'est beaucoup plus hypotonique, c'est-à-dire la concentration. Quand on dit la tonicité, c'est la concentration de cette eau, la densité. Alors, l'eau peut entraîner, si nous prenons brusquement une grande quantité de l'eau, surtout hypotonique, ça peut entraîner la formation du troisième secteur et les ballonnements abdominaux. C'est-à-dire l'eau quitte les tubes digestifs, quitte les lits vasculaires et va se localiser au niveau du péritoine, entre les deux feuillets du péritoine, et ça crée ce que nous appelons le troisième secteur. C'est pourquoi quand on vous recommande de prendre de l'eau, ce n'est pas prendre, par exemple, les 5 litres, vous prenez du coup les 5 litres le matin. Non, c'est par 24 heures, par exemple. Si on vous dit 2 litres à 3 litres, c'est par 24 heures. Ce n'est pas par minute ou bien par heure, non, par 24 heures. Et c'est comme les gens qui vous disent « Ah, moi, prendre les médicaments 3 fois par jour. » Non, je vais prendre seulement... Du coup, d'ailleurs, je couvre directement la journée. Non, les gens ne comprennent pas.
Pourquoi nous faisons ça? Parce que j'avais évoqué ça, la demi-vie du médicament. La demi-vie, c'est le temps que les médicaments, la concentration des médicaments soit réduite à moitié dans l'organisme. Pour que vous preniez encore. Oui, pour que vous preniez encore, afin de maintenir cette dose thérapeutique constante. Vous comprenez? C'est ce que ça signifie. Si on a dit quinine, un comprimé le matin, par exemple, il faut respecter ça parce qu'on suppose dans 12 heures, il y aura une diminution de la concentration peut-être de moitié. D'où il faut suppléer afin d'attaquer complètement et mettre KO les microbes. Vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez d'un coup, il y aura un vide thérapeutique. Vous prenez, au lieu de prendre par exemple 2 fois ou bien 3 fois par jour, vous dites non, je vais prendre seulement une fois. Vous voyez d'abord, une fois là, les fois sera dépassé pendant ce temps-là que vous prenez pour métaboliser. Et ça, c'est ça va entraîner les autres. Avec le temps, même si les fois métabolisées, ça va métaboliser, mais par la suite, il y aura un vide thérapeutique, d'où les microbes peuvent même se ressaisir, se réveiller et entraîner une résistance. C'est pourquoi nous disons toujours une hyperdose, une dose au-delà, ou bien une sous-dose, c'est-à-dire une dose en deçà, peuvent entraîner des résistances des microbes. Vous comprenez? Alors, ce que nous devons éviter, c'est la résistance. Parce que quand un microbe devient résistant à un médicament quelconque, il faut chercher maintenant celui qui est plus supérieur. Or, en cherchant celui qui est plus supérieur, on s'expose davantage, même sur le plan financier. Parce que celui qui est plus supérieur est plus cher encore. Vous comprenez? Et ça, ça devient de l'acharnement thérapeutique. D'où même les moindres médicaments ici que les gens utilisent à tour à travers, mais quand on l'utilise de manière rationnelle, ça donne toujours des bons résultats. Vous comprenez? Donc il faut respecter ça. C'est un conseil d'ailleurs, on va finir par ce conseil médical. On vous appelle toujours voix autorisée quand vous parlez et donc tout le monde suit. C'est un médecin qui parle et donc il a à nous dire qu'est-ce que vous dites à celui qui est habitué. C'est devenu une habitude maintenant. Je tombe malade le soir. Je ne peux pas aller dépenser mon argent à l'hôpital. Pourtant, l'hôpital est juste à côté. Je préfère, j'ai d'ailleurs une pharmacie à la maison, je préfère bien me servir, quand bien même ces produits que j'ai dans la maison, pas seulement que j'ai fait l'automédication, mais très mal entretenu, parce qu'il y a des cafards déjà dedans, il y a tout ce qu'il faut, ça peut tomber, on ramasse, on remet et puis on boit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui sont devenues, qui sont changées en personnel soignant, vraiment, ces mamans, ces papas changés en personnel soignant à la maison? Nous, des cas pareils, nous recommandons d'arrêter, de se référer, de se confier au personnel soignant, habilité à prescrire, à évaluer même de manière clinique, paraclinique et la prise en charge. Alors, il faut vraiment qu'on nous aide aussi par l'État à faire aussi les suivis de ce genre de choses. Parce qu'il n'y a que seulement quelques médicaments autorisés à se procurer sans prescription médicale. Vous voyez? Même ces médicaments-là... Il faut connaître la dose. Il faut connaître la dose. D'ailleurs, quand quelqu'un achète les pharmaciens, moi je parle des pharmaciens, je ne parle pas des vendeurs de médicaments. Les pharmaciens ou bien les infirmiers, détenteurs ou bien tenanciers de cette officine doivent expliquer qu'ici, prends d'abord ça et puis l'orienter à l'hôpital. Va maintenant qu'on t'examine, d'abord prends ça. Et il y a même d'autres pharmacies que j'ai déjà participé, assisté, un pharmacien qui vous dit non, prends ça, mais il te recommande d'aller maintenant à l'hôpital. Là, j'encourage ce genre de pratiques. Et l'État doit vraiment taper fort. Alors, pour des grandes pharmacies, il vaut mieux avoir aussi un infirmier, par exemple. Effectivement, d'ailleurs, dans une pharmacie, il ne faut pas mettre n'importe qui. Et à un moment donné, il y avait ces vents-là. On avait dit pour ouvrir une pharmacie ou bien vendre les médicaments, il faut être du domaine médical. Mais à un moment donné, tout est parti comme ça, sans suite. Et aujourd'hui, c'est n'importe qui n'est même pas pharmacien, mon oncle. Un mécanicien dans une pharmacie. Effectivement, un mécanicien qui ouvre une pharmacie, il met ses enfants là-bas. Ça paye bien. Effectivement, il a de l'argent et il commence même, et on l'appelle même docteur. Docteur. Vous voyez un peu ça. Il a même l'autorisation de mettre la blouse blanche par lui-même. Effectivement, de lui-même.
Ouais, ça, c'est déplorable, ce genre de comportement. On s'expose, on expose la population. Alors, soyons jaloux de notre propre santé, de la santé de ceux que nous aimons, parce que c'est beaucoup s'exposer, exposer même notre finance s'il faut aller faire l'automédication, parce que ce qui se paye à moins cher, on le paye cher, parce qu'on va encore payer. Ce qui coûte moins cher coûte très cher, on va payer, on aura mal payé, on reprend encore quand on aura maintenant consulté, donc ça va nous coûter trop cher. Alors, soyons prudents, vigilants. Vous avez besoin de poser votre question, poser votre problème, votre suggestion ou rencontrer notre invité du jour, le numéro le 081 471 61 06. Ceux qui nous suivent à la radio, ceux de la télé, vous avez le numéro qui affiche au bas de l'écran et c'est facile à retenir. Vous envoyez votre message par WhatsApp ou vous envoyez votre SMS et nous, on va justement vous orienter pour trouver la solution à votre problème de santé. Consultez votre médecin, votre personnel soignant, allez vite dans un centre de santé si vous avez un problème de santé, vous avez un malaise, vous avez une complication, allez vous faire consulter. C'est là dans un hôpital qu'on va trouver pour vous une solution qui est d'ailleurs durable et la bonne solution. Merci beaucoup docteur pour votre implication dans ces problèmes de santé publique. Merci beaucoup madame. Que vous êtes déterminé à sauver une vie. Effectivement, merci beaucoup. Parce que ce que nous parlons, nous nous adressons à une personne. Et nous saurons peut-être une personne de manière temporaire. Et c'est vraiment très important de s'informer. C'est très important. Alors, En Bonne Santé pour aujourd'hui, c'est fini. Nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro. Pour ceux de la radio, ceux de la télé, merci à vous de nous avoir suivis. 88.4 pour la radio, répliqué par SMS ou par WhatsApp comme on l'a dit. Et prochainement, on revient avec les réponses à vos questions. Au revoir et à la prochaine.